Et donc, pour toi, quelle est ton approche par rapport à ce biopsychosocial avec les athlètes que tu suis? Comment est-ce que tu prends en compte toutes ces choses-là? Comment est-ce que tu encourages tes athlètes à être dans le bon mindset ou à faire la part des choses peut-être des jours où ça va pas, où ils ont des choses en dehors de l'entraînement qui les tracassent, etc. Comment est-ce que tu gères ça en tant que coach? En fait, ce que j'essaye, c'est de faire un travail en amont, c'est-à-dire de savoir si l'athlète que je prépare, il est prêt à faire ce qu'il faut. Bon, ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réaliser ton rêve et ton objectif? C'est quoi? Voilà, marque-le sur un papier, dis-toi-le, répète-toi-le tous les jours. Parce qu'on veut tous avoir un corps extraordinaire, hein, être beau, magnifique, hein, tu vois. Si moi, je rêverais de ne pas avoir besoin de faire de diète, hein, de ne pas avoir à m'entraîner et d'être magnifique, tu vois ce que je veux dire? D'avoir le physique de Lazare Angelov à l'époque, sans rien faire, il n'y a pas plus beau, tu vois, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, j'essaie de me l'imposer. Alors, c'est bien que tu m'en parles parce que moi, je m'impose beaucoup de défis personnels pour... Ma première base, déjà, c'est montrer l'exemple. Moi, je marche beaucoup à l'exemplarité. Je déteste les coachs. Alors, attention. Si ta santé te le permet, je dis bien ça. Attention. Quelqu'un qui a 80 ans, un entraîneur de 80 ans, je ne vais pas lui demander de faire l'haltérophilie. C'est pas ce que je dis. Par contre, je déteste les entraîneurs qui ne s'entraînent pas, par exemple. Ça, c'est inconcevable pour moi. Je dis bien, jeune, si ta santé te le permet. Si tu as eu un grave accident de la route ou que malheureusement maintenant tu as dû passer à l'enseignement parce que tu ne peux plus t'entraîner, c'est autre chose. Maintenant, si ton corps te le permet et que tu ne t'entraînes pas, moi ça me dérange. Ça me dérange parce que tu connais des protocoles, tu te documentes, tu dois les essayer. Je ne te dis pas d'être un champion du monde, mais au moins tu dois comprendre ce que ton athlète va endurer. C'est pour ça que cette année, j'avais décidé de faire une compétition de culturisme pour étudier le système endocrinien, parce que c'était moi, chaque année, je m'impose un thème d'étude. Cette année, c'était le sommeil, le rythme circadien, et après, le système endocrinien. Et je me suis rendu compte que dans les conférences, ceux qui maîtrisaient le plus ça, c'était les bodybuilders, les culturistes, qui en parlaient le plus, étant donné, mais tu connais les exigences qu'ils ont. Parce que le levier dans le culturisme, on n'en a pas 50 ans. C'est la diète, la micro, la macronutrition, après par la suite les aides chimiques, tu vois. Donc si tu ne maîtrises pas le système endocrinien, tu peux pas. En fait, tu n'affrontes personne quand tu es culturiste. Ouais. Tu vois, tu n'es pas là. L'aspect mental joue très peu le jour J de la compétition. Ouais. Mais par contre, sous ta préparation, tu ne pèses pas tous tes aliments. Si tu n'es pas au millimètre carré, tu ne règles pas tout, parce que ça, c'est une discipline que par contre, c'est la discipline que c'est là où je fais juste un petit témoignage. C'est la discipline la plus dure que j'ai pratiquée. Ouais. C'est la plus facile, tiens-toi bien, c'est la plus facile et la plus difficile. C'est la plus facile parce que faire du développé couché, moi j'en fais pas, mais faire du développé haltère, par exemple, au poids que tu veux, faire le nombre de séries que tu veux, mais il n'y a pas plus facile. Personne ne te dit rien. Tu es là, hop, jeune, tu fais ton petit truc, tu fais ta vie. Personne ne t'impose rien. Manger, tu es là, chez toi, tu manges, personne ne t'impose rien. Tu n'as pas un mec qui t'étrangle, au rugby, tu n'as pas un mec qui te plaque par derrière, tu n'as pas un mec qui te met une tacle au foot. Non, mais c'est là où c'est difficile. Parce que tu es seul avec toi-même. Et il n'y a que toi qui sais la vérité là, si tu triches ou si tu ne triches pas. Et malheureusement, c'est un sport où tu ne peux pas tricher. Surtout si tu as une génétique un peu comme moi à prendre du poids. Et ça m'a vraiment énormément appris sur moi-même. Ça m'a énormément appris en fait sur le corps humain, comment il réagissait à des régimes extrêmement draconiens sur le long terme, etc. etc. Et ça, mes élèves, ils ont eu, c'est pourquoi je te parle de tout ça, c'est parce qu'ils ont dit, attends, le coach, il a 36 ans. Il se fait des régimes de la mort. Tu as vu, je mets un avant-après là, où j'étais grassouillé et qu'après j'étais affûté. Et moi, je leur dis, les amis, tu te plains, toi. Mais moi, je n'ai pas de but. Moi, je fais une petite compète, je n'ai aucun objectif. J'ai 36 ans, c'est fini pour moi. Je le fais pour moi-même, pour vous montrer que c'est possible. Donc toi, arrête, tu as 22 ans, tu as des qualités athlétiques hors du commun. Tu manges des kebabs, tu ne prends pas un gramme. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai des problèmes. Ce matin, je ne me suis pas réveillé. Tu comprends? Et déjà, quand ils voient que toi, tu t'impliques à ce niveau-là, et même que tu joues un peu ta santé, hein, mais là, je me suis rendu compte que vraiment, ça avait une incidence positive sur leur mindset, sur surtout sur leur écoute envers moi, tu vois, et le respect aussi, parce que moi, je me considère un peu comme je sais pas, j'ai pas de clients, moi, c'est mes élèves, tu vois, c'est mes élèves, c'est mes enfants, en fait, les gens que je prépare, même s'ils sont plus vieux que moi. Et je me dois de leur donner, et tu le sais, tu fais du coaching, on leur donne
plus que ce qu'ils nous en demandent en réalité. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, c'est ça pour moi le plus important. C'est moi, je coach vraiment par l'exemplarité. Montrer qu'on peut le faire, hein, que c'est possible. J'ai des mecs qui sont 10 000 fois plus esthétiques que moi, plus forts que moi, plus puissants, plus endurants, tout ce que tu veux. Mais j'essaie de leur montrer que moi, à mon humble niveau, mais je peux aussi tous les jours m'entraîner, m'imposer un rythme. Et même avec mes coachings, je peux te dire qu'à un moment donné, j'avais fait cette terrible erreur de je me focalisais qu'à coacher les autres, mais je ne me coachais plus. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait, à s'être délaissé et, au profit des autres. Et ça, c'est une terrible erreur. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit un petit peu égoïste et qu'on se prépare nous aussi pour être, même psychologiquement, ça nous fait, ça peut être que bénéfique. Hein, parce qu'on est bien dans notre peau. Et donc, le message qu'on va retransmettre à nos élèves ou nos athlètes, peu importe, et bien en fait, il va être plus bénéfique. Donc voilà comment je fonctionne. À ton avis, on reste dans ce monde du BPS, quels sont les aspects les plus négligés à ton sens à l'heure actuelle, les aspects auxquels les gens ne portent pas assez d'attention? Tu veux dire des domaines, dans des domaines, tu veux dire, comme l'alimentation, le sommeil? Voilà, tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement, essentiellement. Bon, alors, ça dépend des disciplines. Hein. Ça dépend vraiment de la discipline. On va dire que, alors, MMA, rugby, boxe, là, je parle de ce que je connais. Bon, le truc qu'ils négligent tous, mais que personne ne connaît, que tout le monde s'en fiche, c'est le sommeil. Alors là, tout le monde en a rien à foutre. Les mecs, ils dorment quand ils dorment. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est tout. Le roi des séries, roi de Viking, s'il se couche à 3h du mat, il se couche à 3h du mat. Bon, ça, c'est vraiment l'aspect. Et je me suis rendu compte quand j'ai commencé à l'étudier, que même en préparation physique, tout le monde, plus ou moins, s'en fout. Maintenant, on commence à en parler un petit peu, mais on met quasiment tout avant le sommeil, alors que c'est le plus important, avec la respiration, bien entendu. Mais si tu ne dors pas, tu ne progresses pas. Bah, tu ne peux pas. Et c'est comme ça, c'est physiologique. L'importance du sommeil, c'est comme ça. Maintenant, le sommeil numéro 1, et le deuxième, moi, le gros problème que j'ai avec les combattants, les rugbyman, les footballeurs, etc., c'est la nutrition. C'est catastrophique. Mais réellement, hein, je pèse mes mots. C'est-à-dire que, comme c'est des catégories de poids dans les sports de combat, les gens se délaissent totalement après. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à leur poids, j'ai beaucoup de combattants qui reprennent 15-20 kilos, tu vois, très facilement. Qui sont 15-20 kilos, surtout à MMA, mais qui sont 15-20 kilos au-dessus de leur catégorie. Mais pas 15-20 kilos, ils ne reprennent pas 15-20 kilos avec un objectif précis. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une prise de masse pour gagner un muscle, Shane. Ils vont manger des pizzas, tu vois ce que je veux dire, c'est du laisser-aller. Voilà, tout simplement. Et quand on leur donne une date, c'est à ce moment-là qu'ils amorcent. Alors qu'en réalité, juste après un combat, et ça je l'ai appris vraiment grâce au bodybuilding, les bodybuilders professionnels, ils font une compétition, et l'après-compétition est aussi important que la prépa de la compétition. Et c'est le seul sport où j'ai vu ça pour l'instant. C'est-à-dire que quand j'avais mon préparateur qui était un Canadien, qui s'appelle Larry Vinette, qui était un élève de Charles Poliquin, et qui me disait, Clément, le plus important, c'est les 3 semaines après ta compète. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se recharge et que la prise de masse que tu vas effectuer, elle soit le plus bénéfique possible pour entamer une préparation derrière, par la suite, qui soit encore plus bénéfique et qu'on parte sur de meilleures bases. Mais ça, tu ne peux pas l'expliquer à un combattant, c'est impossible. Il gagne, il va faire la fête, ce qui est logique. Hein. Moi aussi, j'ai mangé, j'ai fait ce que j'avais à faire après ma prépa. Mais de suite, je me suis remis dans le droit chemin. Et de suite, j'ai entamé on va dire, une période de pré-préparation, tu vois, comme une saison off, mais avec un travail vraiment axé sur l'assistance et un travail prophylactique, tu vois. Je me lève avec l'hypertrophie, hein. Mais je ne l'ai pas négligé, cette partie-là. Alors qu'avant, c'est sûr et certain, en plus je suis un gros gourmand, donc c'est sûr et certain que je l'aurais négligé. Pourquoi? Parce que dans les disciplines dont je venais, c'est un aspect qui est négligé, qui n'est pas négligé en prépa, bizarrement. C'est-à-dire que pendant toute la préparation, jusqu'au cutting, tu as des mecs qui sont quand même, qui ont de la réflexion, qui vont jouer sur l'aldostérone, etc., qui vont jouer sur des recharges hydriques après à la pesée, etc. Ça, on l'a étudié. On l'étudie parce qu'en MMA, on veut performer. Bah, attention, on l'étudie surtout du côté américain. Maintenant, il y a quelques Français qui commencent à le maîtriser, mais voilà. Mais on ne le maîtrise pas comme les bodybuilders, bien entendu. Maintenant, oui, on commence. Mais attention, la recharge que tu peux retrouver en culturisme n'est pas la recharge que tu vas retrouver en MMA. En MMA, tu dois performer le jour J. En culturisme, tu dois être beau le jour J.
Ouais. Quitte à avoir les jambes qui tremblent, quitte à avoir des crampes. Sans un MMA, tu ne peux pas te le permettre. Donc, en fait, c'est aussi complètement contraire. Donc, c'est vachement intéressant d'étudier les deux. Mais ce que je te dis, voilà, c'est les deux aspects sur lesquels, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a le plus gros travail à effectuer, c'est le sommeil. Mais ça, pour moi, je le mets hors catégorie parce que je pense que ça sera le futur de la préparation physique en tant que coach. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'y intéresse de plus en plus. Tu as vu, maintenant, il y a les bagues Oura, etc. Maintenant, tu mets ta bague, tu mets tes bracelets, ça t'étudie ton sommeil, etc. Après, tu as des mecs qui sont arrivés, qui ont commencé à parler de la variabilité de la fréquence cardiaque, où ils vont commencer à étudier pour voir si les mecs n'étaient pas en surentraînement, etc. Donc, on va dire, dans des directions qui sont un peu l'héritage. Ça, c'est quand même très universitaire, tu vois. Donc, en MMA, les prépas ne sont pas très universitaires encore. Hein. Il y a encore, c'est quand même une prépa très rude, tu vois, un peu comme le rugby, très, très difficile. On est un peu old school de ce côté-là. Même si c'est le MMA dans les sports de combat qui était le plus moderne en réalité aux États-Unis, sur la prépa physique, parce qu'on voyait les circuits training, je ne sais pas si tu regardais un peu, mais beaucoup de circuits training, etc., avec de l'haltéro qui s'apparentait pour CrossFit. D'ailleurs, il y a un WOD qui s'appelle Fight Gone Bad qui a été fait pour BJ Penn, un combattant. Ouais, je me rappelle de donc, celui-là. en fait, donc voilà, c'est la nutrition. Et après, bien sûr, c'est pas faire de la quantité, mais faire de la qualité. Tu vois. Et le jour où, parce qu'il y a un gros problème en prépa physique aussi. Si je te parle en tant que là, on parle en tant que professionnel. C'est-à-dire que j'oublie que toi et moi, on est des passionnés. Là, on parle en tant que professionnel, on parle en tant qu'universitaire, on parle en tant que personnes qui vont tout observer. Il y a un gros problème de la préparation physique du MMA. Ça, c'est clair et net. Les gens font pour faire. Ils ne font pas pour progresser. Ils font pour se fatiguer. Et ça ne peut plus durer. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que les mecs en face de toi font pareil que toi. Il faut qu'ils rincent leurs combattants. Donc toi, tu rinces les tiens. Et au final, tu vas prendre des mecs qui sont un peu fatigués, un peu machin. Tu vois ce que je veux te dire? Ça tient. Mais quand tu commences à avoir des athlètes outre-Atlantique qui commencent vraiment à avoir certains prépas, une certaine réflexion, là, ça va avoir une incidence. Alors attention, le MMA, c'est très particulier. Tu le sais, c'est un sport de combat. L'aspect mental, mais je ne parle pas de l'aspect psychologique, le fait que tu t'entraînes ou que tu ne t'entraînes pas, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la volonté. Mais tu as des mecs, dans une cage, ils ont cette capacité à se transcender. Ils ont une capacité à élever leur niveau qu'on n'arrive pas trop à l'expliquer, tu vois. Enfin, on a des pistes, mais on n'arrive pas trop à l'expliquer. Même avec les neurosciences, c'est compliqué. Tu as des mecs, on en a connus. Moi, j'en ai plein à la salle. Ils sont très forts à la salle. En combat, tu ne les reconnais plus. L'enjeu les anéantit, tu vois. Et ça aussi, c'est... Et tu le vois aussi dans d'autres sports. Je me rappelle, il y a des haltérophiles, notamment quand je faisais de la compète et que je suivais pas mal ce monde-là. Il y a des gars qui te soulèvent des barres à l'entraînement qui sont incroyables et qui valent rien sur une plateforme. Et tu as le contraire aussi. Tu as les mecs qui lèvent à l'entraînement et ils savent. Je me rappelle, c'était Wilkes, il me semble, qui était un super un poids lourd aux États-Unis. Il levait pour les États-Unis un gars avec une barbe et des cheveux longs. Et il disait, ben voilà, moi je sais que si je fais, je sais pas, je dis un truc au pif, mais si je fais 190 à l'entraînement, je suis bon pour 200 en compétition. Et il n'aurait jamais touché 200 à l'entraînement, mais il savait que sur la plateforme, il avait 5-10 kilos de plus à chaque fois. Et il savait, et surtout, à la différence de moi, c'est que moi, j'aurais essayé de faire 200 et lui, il les faisait. Ouais. Tu vois la différence? Ouais. Voilà. Moi, je suis arrivé en compète, j'aurais essayé, je me suis dit, bon, j'essaye de tenter les 200. Lui, non. Lui, il les aurait fait. Ouais. Tu vois, la différence, elle est énorme. Entre essayer et faire. Et moi, je suis un peu comme ça. Je pense que je suis bien mieux à l'entraînement qu'en combat, par exemple. Et je m'en suis rendu compte très rapidement. C'est pour ça que je suis allé dans l'enseignement très rapidement également. À 23 ans, j'ai pris c'est très jeune, 23 ans, quand tu pratiques. Mais j'ai pris la décision d'enseigner aussi. Tout en continuant à faire des petits combats. Tu vois, je fais des petits combats de grappling quand ça va revenir. Je ferai sûrement un dernier combat de MMA. Et voilà, tu sais, je me fais plaisir. Mais c'est pour moi-même. Mais je pense que je n'avais pas le mental. J'avais pas le mental qui m'aurait permis d'aller à l'UFC, par exemple. J'avais des qualités athlétiques parce que je suis explosif, que j'avais du punch, que j'avais quand même de la réflexion sur ma pratique. Donc, je pouvais être stratégique, mais je n'avais pas cette ténacité que d'autres combattants vont avoir, tu vois. Moi, je sais que mon associé en combat, il faut le tuer. C'est-à-dire que si tu l'as sur une clé, il
il y a de très fortes chances qu'il ne tape pas. Moi, tu m'as sur une clé, j'abandonne. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Tu as des gens comme ça, le jour J, ils sont plus forts. Voilà. Tu peux pas. C'est bizarre parce que le mémoire que j'ai fait quand j'étais à l'INSEP, c'était sur ça. C'était sur les habilités mentales dans le MMA. En fait, qu'on devait identifier. Et ça m'a apporté beaucoup, hein, ça m'a appris beaucoup, mais j'ai quand même pas trouvé la solution. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont trouvé la solution. Je sais que j'avais beaucoup vu les travaux de Berthoz, tu sais, le sens du mouvement, etc. Ce livre extraordinaire où il parle de l'anticipation, de l'intention, mais ça rejoint Franck Bosch, hein, ça rejoint Mathieu Boulet, ça rejoint un peu tout le monde. Mais au final, tu fais un Conor McGregor. Hein. Tu vois ce que je veux te dire, hein. C'est où tu nais Conor, moi, selon moi, hein, maintenant. Où tu es un Conor et tu as cette capacité à pas trembler le jour J et à mettre le coup au moment où il faudra le mettre. Et après, oui, certainement, tu peux t'améliorer, c'est sûr. Mais je pense pas que toi et moi, même si on fait tout ce qu'il faut, même si on quantifie tout ce qu'il faut, je pense pas qu'on courira aussi vite que Usain Bolt. Tu vois ce que je veux te dire? Même si lui se serait jamais entraîné. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'à un moment donné, comme c'est mon prof... Excuse de te couper. Ce qui me sidère, c'est... Tu sais quoi, finis ta pensée, j'enchaînerai après. Mais j'avais un prof qui avait écrit un Fredo, je ne sais pas si tu perds le français, un grand préparateur. Et en fait, il disait que si la petite fée, bon, lui parlait des sprinteurs, si la petite fée pas te passer la petite poudre quand tu étais bébé, c'est pas moi qui aurais. Il n'a pas de souci à se faire, Usain Bolt. Hein. Tu peux me faire la programmation que tu veux. Hein. Tu peux même s'arrêter, manger des couilles, des McDo pendant 6 ans, puis faire de sport. Il peut même me laisser 30 mètres, je ne ferai pas grand-chose, tu vois. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, quoi. Comment tu veux faire? Il y a cet aspect-là, ce qui m'a toujours sidéré chez ces... Tu as parlé de McGregor, je pense aussi à Elia Helen dans l'haltérophilie, des gars qui ont c'est même pas une confiance en eux qui est disproportionnée, c'est une absence complète de doute par rapport à leur capacité dans leur sport de prédilection. Ils sont sûrs, mais à 100%, il n'y a pas une ombre d'un doute par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, je pense que c'est une qualité que je vois dans ces grands champions et qui me fascine parce que pour moi, tout humain a des doutes, tu vois. Mais il semblerait qu'il y a des gars comme ça qui arrivent à... Ils foncent droit devant et il n'y a absolument rien qui peut les arrêter tellement ils croient en eux-mêmes et en leurs compétences et en leur capacité à faire le travail, quoi. Mais c'est ce qu'il faut se dire, Sean, c'est que il y a 6 ans, il était plombier, McGregor. Mais tu vois, je ne sais pas si tu te rends compte. Il aurait pu venir chez toi te réparer ton lavabo. Mais non, mais c'est une histoire incroyable. Mec, c'est qu'à un moment donné, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un tout, tu vois. Tu sais, là, je regardais, il y a une semaine, je m'étais repassé une conférence de Berthoz. Donc, ce grand neuroscientifique français, c'est un ponte dans la neuroscience. Et donc, je relisais mes trucs de posturologie, etc. Et où il te parle toujours de l'intention, les capteurs, etc. Et à un moment, Berthoz, il anéantit tout. Il anéantit tout, Berthoz, à un moment donné. Il dit, mais un joueur de tennis, c'est pas l'œil qui voit la balle sur un service. L'œil, il n'a pas le temps de voir la balle arriver à je ne sais pas combien de kilomètres heure. Il dit, c'est le cerveau qui crée des scénarios. Le cerveau, il anticipe. Au même titre qu'un combattant, qui est un voyant en réalité, quand il esquive un coup. Tu comprends bien que... Sinon, il esquiverait tous les coups. Si ça serait que nos capteurs qui rentreraient en compte. Un mec donc qui a une belle vision, il pourrait réitérer ça pendant tout le combat. Mais tu n'en as aucun qui arrive à réitérer. Ils vont esquiver à l'instant T. Et après, ils vont réussir, peut-être 5-6 minutes après, à refaire ce choix-là. Et McGregor, qui a aimé ce fameux KO à José Aldo, c'est quelque chose qui drille juste avant dans le vestiaire. Et en fait, il se le visualise, ça. Il se l'anticipe, cette action. Et cette action se reproduit au moment du combat. Il ne fait pas de retrait, il touche avec gauche. Même endroit, même moment, même pas de retrait, même timing. Parce qu'il a anticipé l'action. Il n'a pas vu l'action, c'est pas vrai. Et comme il dit, c'est une question de timing. Il lui explique avec le timing. Et là, Berthoz le dit. Quand un joueur de tennis au service voit la balle, il anticipe une trajectoire. Quand un skieur
descend en baisse, il dit il anticipe, il a déjà visualisé son parcours. Il n'a pas le temps de se dire hop, 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 en fait, finalement, il faut que je tourne peut-être à droite. Non, mec, t'arrives à je sais pas combien de kilomètres, tu te dis pas, Valentino Rossi qui est sur sa moto, il dit pas, ah, mais il faudrait peut-être que je mette un petit coup de volant. Non, à un moment donné, il y a des choses qui, comme dit lui, en quelque sorte, c'est ça. Comme tu dis, ils ont le truc que les autres n'ont pas. Et que si on arriverait à l'expliquer et qu'on arriverait à l'identifier, tout le monde serait comme eux.